Salutations fraternelles à tous les internautes, plus particulièrement à ceux qui suivent sur Site TV, votre émission Feedback. Comme j'ai tendance à le dire, c'est une émission 100% interactive. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un ami, un frère, un cousin, Amadou Sireba, plus connu sous le nom de Ahmad, mais également de K. Il porte le nom de l'oncle de sa maman. Alors, Ahmad est un ingénieur en réseau télécom. Il travaille chez Atos France, une entreprise basée en France. Il a vécu en France pendant 5 ans. Donc, il s'est un peu imprégné du mode de vie des Français et des Sénégalais vivant à l'extérieur. Nous allons même discuter de ça, les conditions de vie des étudiants en France. Donc, il est plus apte à parler de ce thème. Alors, Ahmed, bonjour. Bonjour Ismaël, alhamdulillah, voilà. Très content d'être là et j'espère que ce dont on va échanger, Inch'Allah, sera profitable à tout un chacun. Merci beaucoup. Permettez-moi, chers internautes, de vous rappeler que c'est un ami, un cousin que j'ai invité et donc je me permets de le tutoyer. Alors, on va parler des conditions de vie des Sénégalais, de la diaspora en France, plus particulièrement des étudiants. Vous avez fait une partie de vos études en France, vous avez été là-bas depuis 2016 et maintenant actuellement vous êtes au Sénégal. J'en ai profité pour t'inviter afin d'échanger sur les conditions de vie des Sénégalais en France. Parce que je ne sais pas ce que nous relatent les médias français, les médias occidentaux, et c'est la réalité, c'est-à-dire la diaspora africaine de manière générale est victime, fait l'objet souvent de xénophobie, de racisme, qui vivent dans des conditions très... Quelle est votre lecture, quelle est ta lecture sur ça? Oui, effectivement, je pense que si on demande à n'importe quel Africain qui a vécu en France un mois ou un autre de sa vie, il va dire forcément qu'il a été victime de racisme un mois ou un autre. Moi-même, j'en ai fait les frais, que ça soit dû à la religion ou parfois à la couleur de peau. L'islamophobie? Oui, il y a beaucoup d'islamophobie, c'est une réalité. Et bon, elle est rampante dans la société française. C'est plus, on parle aujourd'hui d'islamophobie d'État, mais dans la société, il y aura des brebis galeuses qui vont quand même, on va dire, matérialiser cette islamophobie. Même si dans la société française de manière générale, on n'a pas forcément ça. Mais voilà, pour revenir à ce racisme ou cette xénophobie ou même cette islamophobie, elle est vraiment présente et on la sent et on se sent étranger. En fait, partout où on va, on se sent finalement étranger. Rien que d'avoir ce qu'on appelle le titre de séjour qui te permet finalement de séjourner en France, c'est le parcours du combattant pour pouvoir renouveler son titre de séjour alors qu'on est dans ses droits, qu'on a tous les papiers qu'il faut. Si je te donne mon exemple que je connais, mon exemple personnel, aujourd'hui j'ai déposé pour avoir un titre de séjour, ça va faire bientôt 1 an, et à la place du titre de séjour, en fait, ils te donnent un truc qu'ils appellent récépissé, et ce récépissé, donc il peut faire une certaine durée, des fois 6 mois, et quand il se termine, en fait, normalement le principe du récépissé, c'est il te donne le récépissé le temps qu'il confectionne le titre de séjour, pour que tu puisses, on va dire, faire tes activités, être sous contrat dans ton entreprise, pouvoir voyager. Mais figure-toi que ce récépissé, il arrive à terme sans que ton titre de séjour soit fini, soit prêt. Et après, ils t'augmentent encore le récépissé, c'est-à-dire ils le renouvellent, ils augmentent la durée. Et donc, ils te font courir comme ça. Et là, tu te sens vraiment étranger parce que chez toi, tu n'aurais pas vécu. En fait, il y a ce sentiment d'humiliation d'une certaine manière parce que tu te dis que toi, tu as respecté tout ce qu'on te demandait, toutes les conditions, mais que derrière eux, ils ne font pas le travail derrière. Donc, juste ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres exemples qui te font montrer, enfin, quand tu es là-bas, que en fait, tu ne fais pas partie de nous et que
vu que tu ne fais pas partie de nous, tu vas vivre la galère, tu vas vivre mais ça est-ce qu'on peut le généraliser dans la mesure où il y a des Africains, plus particulièrement des Sénégalais, qui s'assimilent à la culture française? Est-ce que ces gens-là aussi font l'objet de racisme? Non, pas forcément. Après, ça dépend parce qu'il y en a certains qui ont opté pour avoir la nationalité française, peut-être justement pour éviter certaines choses. Parce qu'avant, pour l'histoire, pour l'historique, les préfectures en France, les gens faisaient de longues queues. Faisaient de très très longues queues. Il y en a qui venaient même passer la nuit là-bas. Il y en a même qui en faisaient un business, qui venaient pour passer la nuit. Eux, ils ne vont pas à la préfecture, mais ils passent la nuit pour avoir une place, pour revendre cette place aux gens qui voudraient aller à la préfecture. Pour dire juste c'est la nationalité ou la carte de séjour? Non, juste pour le titre de séjour. Mais pour dire donc comment les Africains ils vivaient avant. Et quand je dis Africains, voilà, c'est nous tous, hein, tous les étrangers finalement, mais particulièrement les Africains. C'était l'humiliation. Après, maintenant, ils ont dématérialisé, ce qui fait que c'est un peu plus rapide, mais jusqu'à présent, ça reste quand même problématique pour être à jour par rapport à ces papiers. Nous y reviendrons. Voilà. Comment vous vivez là-bas? Vous vivez en communauté? Vous vous réunissez dans des associations? Oui, effectivement. En tout cas, les Sénégalais, si c'est d'eux dont il s'agit, quand on est dans des villes, on retrouve souvent des associations sénégalaises dans différentes villes et ça permet vraiment d'aider les Sénégalais qui veulent venir dans ces villes-là. Et ça permet, les gens organisent des événements entre eux. Donc oui, il y a une vie en communauté, une vie communautaire qui permet justement de s'entraider parce que peut-être on va y venir, mais il est très 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 facile de perdre pied là-bas en France quand on est seul. En fait, quand on est seul, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on n'a personne qu'on connaît. On tombe facilement dans la dépression. En fait, ce sont des maladies. Il y a des consulats qui sont là, les ambassades. Des ambassades, des consulats, mais ne font pas le travail. En fait, au-delà de ça, parce que ça c'est niveau papier, documents, mais par rapport à des aides financières. Parce qu'en fait, si tu veux, si on rembobine un peu, une personne qui veut aller en France, tu es un étudiant, tu es passé par l'UCAD ou que sais-je comme université, ou bien tu as eu le bac direct, tu veux aller en France, mais tu n'as pas de préinscription, ou bien tu n'as pas de bourse plutôt. Tu pars selon les moyens de tes parents. La plupart des étudiants sénégalais, c'est comme ça qu'ils y vont. Ils partent selon les moyens de leurs parents. Ils se disent, bon, j'y vais. De toute façon, quand je vais arriver, peut-être 2-3 mois, on m'a promis que j'aurai du travail, je vais chercher du travail, je vais me décarcater. Justement, est-ce que ces jobs étudiants qu'on parle peuvent subvenir aux besoins non seulement des étudiants, mais également à la famille? Justement, je vais y venir, mais justement, quand la personne elle arrive en France, déjà, c'est pas pour rien qu'en France, quand tu fais les démarches, on te demande est-ce que tu as un logement. Avant de te donner le visa, il faut avoir un logement. Il faut montrer aussi que tu pourras subvenir à tes besoins une fois en France. Avec tes propres moyens. Avec tes propres moyens ou ceux de tes parents ou ceux d'un garant en tout cas. Donc la personne qui va en France, en mettant, en donnant ces gages-là qu'il aura un logement, elle aura un logement cette personne et qu'elle aura les moyens suffisants pour vivre là-bas. Mais en fait, souvent, malheureusement, c'est falsifié. Ou bien c'est quelqu'un que tu connais qui va te le faire juste pour que tu rentres. Et quand tu rentres, maintenant tu fais face à un loyer. Quelque chose que tu ne connaissais peut-être pas chez toi. Tu fais un loyer. Chez tes parents. Tu étais chez tes parents, tu n'avais pas de problème. Tu dois gérer ta nourriture. Tu dois gérer les frais de scolarité. Donc tout ça, ça devient une pression. Et gérer tes études. Pression sociale et gérer les études en même temps. Une pression qui va faire que toi, si tu n'es pas fort mentalement et si aussi tu n'as pas de soutien de gens que tu connais là-bas qui puissent t'aider, rapidement tu peux tomber dans la dépression. Une maladie peut-être que nous, Africains, dont on ne prêtait pas forcément attention. J'en parlais avec une psychologue récemment. Ouais. Oui, la santé mentale. Ouais. Souvent donc vous êtes... Il y a des gens qui tombent dans la dépression parce que les problèmes s'accumulent comme ça. À un moment donné, ça explose. À un moment donné, tu as du retard sur ton loyer. Tu en as connu? J'en ai connu. J'ai connu des gens qui ont eu la dépression
qui ne voulaient plus sortir, qui ne voulaient plus parler avec personne, qui ne répondaient plus au téléphone. Mais la solution, c'est de rentrer au Bercail, non? Mais justement, ça c'est une autre pression encore qui est sur leur dos. Parce que rentrer signifierait finalement Réussir. Non, voilà, c'est un aveu d'échec. En fait, on est parti en France, on est resté là-bas tant d'années et on revient sans rien en fait. On a échoué. Et il y a des gens qui vivent, mais vraiment l'enfer là-bas. Il y a des gens qui, pour te donner des exemples, il y a des gens donc, qui sont venus avec les moyens de leurs parents, mais dès les premiers mois, leurs parents leur disent ah là, je ne peux plus t'envoyer, il faut te débrouiller. Mais en t'écoutant parlant, c'est comme si tu décourages les gens qui veulent partir. Mais il y a des gens aussi qui vivent. C'est pas une question de décourager, c'est une question de regarder la réalité en face. C'est-à-dire que nous, quand on dit aux gens, faites attention, ne venez pas sur un coup de tête, mais réfléchissez bien. Parce qu'en fait, des fois, si on y repense un peu, l'argent que les parents dépensent, mettent pour que tu puisses partir en France, juste pour que tu puisses entrer. C'est des millions. C'est des millions et cet argent-là, si toi tu faisais en sorte de l'utiliser ici au Sénégal pour investir ou même t'inscrire à une école ou voilà, c'est des écoles, parce qu'on a des universités publiques, t'essayes de percer, d'apprendre, de continuer tes études ici, tôt ou tard tu auras des facilités, surtout à l'université quand tu arrives à un certain niveau, que ce soit au master ou même en doctorat. Tu auras des facilités pour après. C'est même toi qui va ne plus vouloir aller en France. Parce que tu vas voir en fait l'intérêt de rester chez toi. D'accord, maintenant quelqu'un qui me suit pour dire tu as été en France, tu as étudié là-bas, ce que tu le conseilles, pourquoi tu ne l'as pas mis en pratique? Ouais, moi personnellement, bon, j'ai eu peut-être des facilités, parce que moi j'ai eu mon grand frère qui était là-bas, qui a été une sorte de père pour moi, de tout pour moi. Donc ça m'a facilité beaucoup de choses. J'ai jamais fait de job étudiant. Tout le temps, les 8 années, c'est quasi impossible. Ouais. Même les gens nantis, entre guillemets, ils font un job étudiant. Ils font des jobs étudiants. Mais moi, j'en ai jamais fait. J'ai tout le temps, on va dire, été sous l'aile de mon grand frère et des parents. Donc ça a facilité beaucoup de choses. Mais justement, je parlais de ça. J'ai vu quelqu'un, dès la première année, dès les premiers mois, son père lui disait je ne peux plus t'envoyer, il faut te débrouiller. Et il a dû se débrouiller pour chercher du travail. Et il travaillait les week-ends et les semaines, il était à l'école avec nous. Alors qu'on avait un rythme effréné, il devait suivre les cours et travailler à côté. Mais il n'en reste pas moins, il y a des gens qui ont étudié là-bas, qui ont fait job étudiant, qui ont grimpé et puis qui ont un bon boulot et qui gagnent bien leur vie et qui envoient à leur famille. Bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. En fait, finalement, c'est ce parcours du combattant par lequel presque tout le monde passe. Parce que la plupart des gens qui viennent en France, qui viennent en tout cas sans bourse, parce qu'en fait, il faut regarder ça comme nous ici, quand on a les frères et sœurs de la sous-région qui viennent étudier ici au Sénégal. Voilà, il y en a certains, c'est pareil. Ils ont une bourse, peut-être, et ce qui leur permet d'avoir des logements, ils sont en colocation et ils font leurs études. Il y en a certains, peut-être, qui, quand ils viennent ici, après, ils travaillent à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins primaires et pour pouvoir continuer leurs études. C'est exactement pareil. Mais là-bas, forcément, tu vas faire un job étudiant des fois pour pouvoir arrondir les fins du mois parce que ton loyer, il t'attend. Ta nourriture t'attend, même si en France, famille également. La famille aussi elle t'attend, surtout quand elle est au courant que tu commences à travailler. Mais quand même, quoi qu'on dise, en France, je pense que tellement ils ont vécu ça, peut-être que c'est ça qui fait que par expérience, ils ont mis en place des aides sociales. D'ailleurs, ce qui crée ou ce qui accentue cette xénophobie, ce racisme et cette montée de l'extrême droite d'ailleurs, c'est on va justement parler de ça. Ouais. Comment vous l'avez vécu, comment la diaspora l'a vécu, y compris même ceux qui ont la nationalité française ou le dépôt, je ne sais pas comment vous appelez la carte Schengen. Comment ils ont vécu cette montée de xénophobie, le RN à la tête de la France. En fait, comment vous l'avez vécu? Bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense qu'il y a un décalage un peu entre la réalité gouvernementale, en tout cas la politique, le monde politique et la société française en elle-même. Parce qu'il y a le monde politique, c'est vrai qu'eux ils font beaucoup de bruit,
Mais dans la réalité, moi par exemple, en tant qu'étranger, actuellement là où je vis, j'ai pas forcément de problème. Je fais mes 5 prières à la mosquée, je m'habille en tant que musulman, j'y vais, je fais mes choses sans problème. Mais c'est vrai que quand tu entends les hommes politiques, les Bangala, les Marie Le Pen, quand tu les entends parler, c'est vrai que tu peux. Ça fait peur. Voilà, tu peux être habité par un sentiment de peur, mais la réalité, elle est différente. Donc, ouais, ça c'est pour ça que à un moment donné, en tout cas, la diaspora, elle a essayé de se mobiliser. En tout cas, les musulmans, en tout cas, ils se sont mobilisés à un moment pour essayer de barrer justement l'extrême droite. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés aux portes du pouvoir lors des législatives françaises là. Voilà, parce qu'il y a eu vraiment cette prise de conscience des gens. Ils se sont dit tout le monde sauf eux. C'est pour ça qu'ils ont voté pour le NFP. Mais pour revenir justement sur ce qui a accentué en fait cette xénophobie, cette haine de l'étranger, du noir et de l'arabe, c'est en fait on leur a fait croire que le noir et l'arabe ils sont venus et ils ont pris vos biens. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit aussi ce discours un peu qui commence à fleurir ici au Sénégal avec nos frères guinéens. Quand on dit voilà ils sont venus, ils ont pris vos boulots, comment dire, les prestations sociales, parce qu'en France il y a des prestations sociales. Quand tu as un logement en tant qu'étudiant, on t'aide. Voilà, le gouvernement t'aide pour t'alléger ton logement. Même si tu es étranger. Même si tu es étranger. L'important c'est que tu remplisses la condition d'être étudiant. Voilà, ou d'avoir un revenu qui est assez faible. Ça fait que tu es vraiment aidé. Donc il y a ça comme aide. Et il y a beaucoup d'autres aides. Mais est-ce que d'une part, ces gens-là qui disent que les étrangers sont venus et ont pris mon job, est-ce que d'une part, ils n'ont pas raison? Oui et non, parce que finalement, le job, c'est quelque chose d'impersonnel. En fait, c'est une fiche de poste qu'on dresse. Et le truc, c'est la personne qui est plus adéquate pour le job. Normalement, c'est cette personne qu'on choisit. Or, même, ce n'est pas réellement le cas parce qu'il y a une enquête qui avait montré que les noms à connotation arabe ou musulman, leur CV était rejeté 5 fois plus que les noms à connotation français. Donc, une personne qui s'appelle, je ne sais pas moi, Marie, Robin, Jean, a plus de chances d'être recruté que quelqu'un qui s'appellerait Mohamed, Omar ou quelque chose d'autre. Et ça, c'est des études qui l'ont montré à un moment donné. Et je ne parle même pas de nos sœurs voilées. Je ne parle même pas d'elles. Parce que là, je suis que chez les hommes. Mais les femmes voilées, c'est un parcours compétent pour trouver du travail. Voilà, parce que voilà, on est arrivé à un point où les gens ils sont vraiment mais très anti-islam. Et ça, je pense que malheureusement, avec le temps, ça va encore plus s'exacerber. Est-ce que la France est toujours cette, comment on l'appelle encore, cette illusion entre guillemets qu'on a toujours dans la tête, cette Eldorado? Non, je pense que ça a été démystifié depuis longtemps. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller en France. La France n'est plus la destination première, en tout cas des Sénégalais pourquoi? Ils ont peur de la xénophobie, voilà, la xénophobie et l'islamophobie. Il n'y a pas assez de travail, ce n'est plus une terre d'hospitalité. Ça reste quand même une terre perspective. Par rapport aux perspectives, quand même, ça reste une terre vraiment où, par rapport aux autres pays, il y a comme notre pays. Comme nos pays, mais surtout les pays anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis. Eux, par exemple, tu vas pas trouver des aides pour ton loyer. Par exemple, pour les impôts, quand tu vas avoir plus d'enfants, parce que vraiment, c'est une politique sociale. Plus tu as d'enfants, moins tu payes d'impôts. Et aussi, quand tu vas à l'hôpital, tu peux te retrouver... Les étrangers font beaucoup d'enfants là-bas. C'est ça. Et donc, ça aussi, ça crée ce ressentiment contre les étrangers. Ça, c'est un des points problématiques chez les Français. D'accord. On voit que chaque fois que le campus ouvre, le campus français, c'est comme ça vous le dites? Le campus français. Effectivement, ouvre ses portes. On voit qu'il y a des milliers d'étudiants qui se ruent vers le campus.
Inscription, je me rappelle, c'était à 50 000, maintenant c'est à 75 000. Imaginez 2000 personnes qui s'inscrivent sur Campus N. Ça va faire des milliards. Quelle est votre lecture sur ça? Ouais, moi, avec le recul, parce que je me rappelle quand je faisais ça, effectivement, c'était 50 000 aussi en 2016. Avec le recul, je me dis que ces gens-là ont réussi à créer un système dans notre pays où ils se font beaucoup d'argent sans pour autant nous donner le service adéquat. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, tu payes ça et ça, c'est pas remboursable. Et nous, derrière, on est censé te donner un visa pour que tu partes. Et le nombre de refus, toi-même, tu le sais, des fois le nombre de refus est supérieur au nombre d'acceptations. Évidemment. Et ça, c'est juste inacceptable. Et c'est à nous aussi de prendre conscience, de savoir que c'est nous qui payons en fait. Et le pire, c'est que tu vas là-bas et les gens peuvent te manquer de respect. Alors que c'est toi qui les paye. Donc, en quoi faisant, c'est déjà de croire en nous-mêmes, de croire en nos potentialités. Ici, on a des professeurs émérites qui ont peut-être fait les meilleures universités. Et rester ici, essayer de non seulement finir ses études, étudier ici jusqu'à la fin, va savoir master ou doctorat. Ensuite, essayer aussi d'investir dans le pays. Parce que cet argent qu'on est prêt à aller donner au consulat, il est vraiment possible de l'investir et d'avoir vraiment des gains ici. On parle d'agriculture aujourd'hui. L'agriculture vraiment est un secteur. Alors justement, le 24 mars 2024, il y a eu une alternance, un changement et de nouvelles autorités actuellement sont à la tête de ce pays et qui, dans le politique, affichent une ambition de rompre avec la France, avec toute domination. Vous, en tant que citoyen conscient de cela, quelle est votre lecture sur ça? Est-ce qu'il n'est pas temps de retourner au bercail? Il est plus que temps, hein. Et moi je salue cette initiative. Et je pense que pour disposer de nous-mêmes, comme on dit, comme l'expression le dit, je pense qu'il y a des étapes, et peut-être que les autorités l'ont comprise. Parmi les étapes, moi je pense que déjà il faut démystifier l'homme blanc. On avait réussi. C'est déjà fait. C'est déjà fait, mais d'une part quand même, il y a en fait c'est psychologique. Comme disait Fanon, hein, c'est quand il dit masque blanc peau noire. En fait, c'est des fois, c'est dans nos comportements, dans nos manières de penser ou nos manières de voir. C'est-à-dire quand tu prends la meilleure chose et que tu l'attribues à l'étranger, la propreté, c'est parce que c'est un Toubab, le sérieux, c'est parce que c'est un Allemand, et que toi, tu t'attribues rien du tout. L'émotion. Là, voilà, tu t'attribues que l'émotion. Là, à ce moment-là, on a un problème. Et donc, c'est déjà ça qu'il faut déconstruire, et aussi faire en sorte de remettre nos langues au cœur de cette locomotive qui va permettre de changer les choses. Parce que la langue, c'est un outil très puissant. Il n'y a aucun pays, comme ils disent, il n'y a aucun pays qui se développe sans sa langue. Voilà, tous les pays se développent avec leur langue parce que la langue aussi, elle transmet la culture. Et nous, c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que tu vois des gens, ils sont noirs de peau, mais en fait, culturellement, il n'y a rien qui reste. Et ils se gargarisent de dire moi je comprends pas Wolof ou moi je comprends pas Pula. Oui. Pour eux c'est une fierté. Alors que c'est une honte. Tu prends la langue d'autrui, tu la parles mieux que ta langue maternelle avec laquelle avec laquelle tu as grandi depuis des années et tu as vieilli et voilà, ça pour moi il n'y a pas pire catastrophe. Donc si on réussit déjà à régler ça, parce que ça fait partie des choses à démystifier. Si on réussit à remettre les langues au cœur de nos... Par le biais de l'éducation. Par le biais de l'éducation, bien sûr. Et je vois aussi qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont très intéressantes, des applications pour pour comprendre les langues locales. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Écrire sur les langues, à travers les langues locales. Boubacar Boris Diop, lui, il écrit ses livres en langue Wolof. C'est comme ça, petit à petit. Ça fera que nous, on n'aura plus
comment dire, cette honte de nos langues en fait, cette honte de notre culture. On doit être fier de notre culture. Voilà, l'étranger ne doit pas venir et nous trouver en train de comment dire, connaître mieux même sa culture, son histoire. Et donc voilà, ça revient à aussi connaître notre histoire. Parce que si on connaît notre histoire, on va être fier de nos ancêtres, on va être fier de ce qu'ils ont accompli et on va s'agripper à ce qui est bien dans nos cultures. Parce que quand je parle d'ancêtres aussi, je balaye directement tous ceux qui croient aux croyances kémites et tout ça. Bien sûr, ça pour moi c'est de la folie. Mais ce que je dis juste, c'est connaître son histoire pour pouvoir ne plus avoir honte. Et en plus, savoir que notre interlocuteur, il a trouvé nos parents et il les a, comment dire, il les a asservis. Et voilà, il les a utilisés. Et donc nous, on ne doit plus accepter ça. Et je pense que le Premier ministre aussi a fait une déclaration qui est très pertinente à ce sujet quand il parle il faut que les Africains, qu'on change le narratif sur ce qui s'est passé à Thiaroye. Mais c'est ça, parce que nos histoires on nous raconte notre histoire. Et c'est à nous-mêmes de prendre ça en charge et de raconter l'histoire selon notre compréhension, s'approprier de notre culture. Voilà, notre prisme. Voilà, s'approprier de notre culture. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmad. Merci à toi. Je vous rappelle que, comme je l'ai dit dès l'entame de mes propos, c'est un cousin, c'est un ami. Parfois je le vois, parfois je le tutoie. Comme nous le faisons toujours, nous recevons des jeunes talentueux, ambitieux, qui comprennent les nouveaux enjeux et qui s'activent dans le développement de leur pays afin qu'ils donnent leurs idées. Émission 100% interactive. Agissez, réagissez. Donc nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. Merci pour votre aimable attention.